Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance sur l'hydraulique pneumatique. Ensemble, nous avons vu pas mal de chapitres, donc 2 et d'autres vidéos. Et aujourd'hui, nous allons voir les filtres et crépines. Chapitre 3, c'est un très court chapitre. Avant ça, je tiens à vous présenter directement un petit quiz que j'ai préparé pour vous. Et ces quiz, c'est pour voir ceux qui s'appliquent, ceux qui ont la volonté, et c'est pour que vous puissiez mettre votre sens d'ingénieur en action et en épreuve. Voilà, je vais expliquer le quiz et puis nous allons passer au cours. Ce quiz, je vais répondre à ce quiz, mais tout d'abord, pour ceux qui vont faire, ils vont écrire, ils vont me renvoyer ces quiz, les réponses bien sûr, et moi je vais organiser après avoir reçu pas mal de corrections, je vais organiser une séance, une vidéo pour corriger, pour répondre de façon à ce que chacun soit fixé. Voilà, le quiz parle d'abord, nous avons un réchauffeur direct. Ça c'est en fonction du chapitre passé. Nous avons vu ceux qui n'ont pas eu à regarder cette vidéo, vous allez reprendre la vidéo, ou même si vous n'avez pas regardé d'autres vidéos précédentes, c'est mieux d'aller voir les vidéos pour pouvoir mieux comprendre et répondre à ces quiz. Raison pour laquelle je donnerai un laps de temps pour que tout le monde puisse résoudre le quiz et avoir le temps de se rattraper pour pouvoir bien répondre aux questions. Voilà, le quiz comporte 3 questions. La première est celle-ci. Nous avons un réchauffeur direct. Et j'avais expliqué les parties, je passerai mon tour cette fois-ci. Donc pour ce réchauffeur, en tant qu'ingénieur en charge de la maintenance de vaisselle par exemple, il est remarqué que la température de chauffage, parce que le réchauffeur doit chauffer avec son brûleur bien sûr, il est remarqué que la température de chauffage n'est pas plus bonne pour un traitement. Alors, on en déduit après analyse que ces brûleurs est endommagé. Pourquoi après analyse? Parce qu'il peut y avoir un autre problème, le chaudeur peut être bouché, alors la fumée ne sort pas, le brûleur ne peut pas bien brûler, c'est l'un des problèmes. Il peut y arriver que l'hélice ici, où on souffle pour mettre un peu du carburant, soit endommagé aussi, c'est un des problèmes. Et le brûleur aussi peut être endommagé, mais après analyse, donc il peut y avoir plusieurs autres problèmes. Après analyse, on en déduit après analyse que le brûleur est endommagé. Ce réchauffeur fait partie de la suite du process de l'exportation. Ça veut dire que l'huile ou la production qui veut être exportée passe par ces brûleurs. Après, sortie, quand l'huile sort, l'huile se dirige, donc c'est la continuité. Alors, maintenant, puisqu'on doit maintenir ces réchauffeurs, on dit que établir une procédure pour la maintenance de ces réchauffeurs sans interrompre la production, bien sûr, parce que ça passe par là, ou l'export de la production. Quelles sont les opérations? Quelles sont les opérations en toute sécurité, bien sûr, avant d'entrer pour changer ces brûleurs? Parce qu'on doit changer ces brûleurs. C'est pas que vous allez dire brûleur change-toi et puis le brûleur va changer. Il faut toute une opération. Alors, il faut établir maintenant la procédure avant d'entrer dans ces brûleurs. C'est pas que vous allez entrer directement dans ces brûleurs. Il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des accidents. C'est pas sécurisé, c'est pas safety. Donc, il faut une opération, une procédure en toute sécurité pour entrer dans le brûleur pour le changer et après réparation de ce brûleur pour remettre le réchauffeur en service. Il faut donc, je demande qu'on puisse établir une procédure complète avant et après. Et bon, il faut savoir aussi l'intérieur du brûleur pour pouvoir le changer. Bon, ça dépendra pour ceux qui iront plus loin pour donner une procédure adéquate
en titre d'ingénieur. Voilà, ça c'est la première question. La deuxième question, nous avons un séparateur vertical. Oups, désolé, mais mes traits ici se sont déplacés alors que je les avais mis. Voilà, le trait bleu, je sais pas, je ne saurais pas déplacer ici. Le trait bleu est juste là, et le trait, plutôt, le cercle bleu là est ici, le cercle orange est juste là, et le trait ici vert est juste là. Bon, c'est pas grave. Ce séparateur vertical a deux contrôleurs de niveau. Vous voyez, deux contrôleurs de niveau, bien sûr. L'un pour l'interface eau-huile, ça. L'interface entre eau et l'huile, cette interface. Le contrôleur de niveau montre le niveau de cette interface. Et l'autre pour l'interface huile-gaz. Cette interface-là, huile-gaz. Voilà. Donc, le contrôleur de niveau montre cette interface-là. Supposons le point bleu comme le flotteur qui détermine le niveau de l'interface eau-huile. Donc, le point bleu devait être là. Et orange, le flotteur de l'interface des niveaux huile-gaz. Donc, le flotteur, l'orange là, doit être là. Donc, de toutes les façons, vous allez voir ça. Je vais mettre une photo où j'ai pris la capture, où il n'y a pas trop de changements inattendus. Voilà. Orange, le flotteur de l'interface huile-gaz. On demande, il y a des sous-questions. Expliquer ces phénomènes physiques qui fait que ce flotteur bleu ici indique le niveau d'eau sans émerger à l'interface ou soit à la surface huile entre l'interface, donc sur l'interface huile-gaz. Pourquoi c'est bleu ici, le flotteur bleu qui est là, ne monte pas à la surface ici? Bien sûr, ça c'est le contrôleur de niveau à glace. On n'a pas besoin de flotteur. Mais il y a des contrôleurs de niveau où on a besoin de flotteurs. Et pourquoi le flotteur là ne monte pas là-bas? Et pourquoi le flotteur orange aussi ne descend pas? Donc la question est claire. Sans émerger à l'interface du gaz et que l'orange, le flotteur orange indique le niveau d'huile sans plonger dans l'interface eau-huile. Parce que orange aussi devait plonger là-bas. Mais pourquoi? Expliquer ces phénomènes physiques. Question 2. On voit bien que le compartiment eau et huile, le compartiment eau et huile, ces compartiments ici, n'est pas séparé. Ici, c'est pas une ligne, c'est pas quelque chose qui est là, non. C'est juste qu'on a mis, on a précisé la cote où s'arrête l'eau, et là on a précisé la cote où s'arrête l'huile. Donc ici à l'intérieur, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de plaque de compartiment, rien. On voit bien que les compartiments eau-huile ne sont pas séparés et que pour drainer l'huile, les drains de sortie huile, les traits verts, c'est juste là. Donc ces drains ici, de sortie huile, les drains de sortie huile, très vert et à l'intérieur des séparateurs jusqu'au compartiment huile. Donc c'est monté là-bas pour prendre seulement de l'huile. Ok? En tant qu'ingénieur, on vous demande d'établir, en tant qu'ingénieur, établir une procédure. Il faut comprendre. Hein. De toute façon, les ingénieurs, ça manque pas trop de syntaxe, de français. Donc, ce n'est pas dit qu'on n'est pas capable, mais bon, je passerai mon tour, je corrigerai après. En tant qu'ingénieur, établir une procédure que les opérateurs doivent suivre pour éviter que l'eau soit drainée de la sortie huile. L'eau ici peut aussi être drainée là-bas parce que c'est pas séparé. Si vous comprenez quand est-ce que l'eau peut passer par là, non? Vous comprenez, il n'y a pas à tout vous révéler quand même. Ça fait partie de l'analyse de l'ingénieur. Donc ça peut arriver. Et de même que le gaz peut entrer là-bas. Peut entrer là-bas. Ça peut arriver aussi. Alors, on vous demande d'établir une procédure pour que les opérateurs, en cas où ça pourrait arriver, qu'est-ce que les opérateurs doivent veiller? Ils doivent veiller sur quoi? Et puis, comment ils vont faire pour remédier à cette situation-là? Donc, je vous donne une astuce en jouant sur les vannes, bien sûr. Les vannes là, les deux vannes là. Parce que les opérateurs ne peuvent pas entrer là-bas, ils doivent jouer sur les vannes. Alors, dites-moi, dans votre réponse, comment ils vont s'y prendre? Bon, je prends la question numéro 3, qui est la dernière. On dit, choisis une unité de séparation à votre choix, bien sûr.
parmi toutes les unités de séparation que j'ai données dans le chapitre 2, alors vous choisissez une et vous allez simuler un problème. Donc, vous remarquez un problème. D'abord, qu'est-ce que vous avez remarqué? Ok. Ou soit tu es ingénieur, l'opérateur vient et te dit non, j'ai remarqué tel problème et je trouve que c'est pas normal. Alors toi, tu me dis le problème, tu fais des analyses et tu prévois. Tu fais des analyses, ça veut dire tu dis qu'est-ce qui fait qu'il y ait ces problèmes-là, qu'est-ce qui ne va pas. Alors tu prévois une procédure des opérations, des réparations pour remédier aux problèmes détectés. Bien sûr, si tu peux aussi mettre l'image pour bien expliquer, d'ailleurs, c'est presque indispensable, bien que je ne vous oblige pas, mais c'est très indispensable. Voilà un peu, dans 10 minutes, la présentation de ces quiz. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à autre chose. Donc là, je prends le chapitre 3 sur le filtre et les crépines. Nous allons commencer par ce petit chapitre que je vous avais promis. De faire le chapitre 3 et 4, mais je ne sais pas ce qui me réserve le temps. Voilà. Avant de commencer, je présenterai mes excuses pour le chapitre 2 avec ces bruits qui a pu polluer la vidéo. Bon, le bruit vient du site là où je travaille, et puis je fais la vidéo au site. C'était dans un mois de repos parce que je pouvais pas attendre jusqu'à ce que je finisse mon shift pour continuer avec mes séances de vidéo. Donc malheureusement il y a eu du bruit, je peux pas reprendre. Vous comprenez que l'inspiration ne sera pas la même, et puis c'est quand même bizarre de reprendre. Voilà, nous allons parler des filtres. Je pense que vous avez accepté mes sincères excuses, et puis on continue avec le chapitre 3. Voilà. La plupart des problèmes rencontrés dans les systèmes hydrauliques, rappelez-vous ici, le système hydraulique que je parle, pour moi, c'est le process. Parce que je ne peux pas parler d'un système hydraulique où j'ai de l'eau. Je ne peux pas parler d'un système... Qu'est-ce que moi j'en fais? De l'eau, par exemple, c'est pour la régie des eaux. Moi, je suis ingénieur. Je vous rappelle que je suis ingénieur pétrolier. Je parlerai d'un système un peu plus complexe du process. Je ne parlais pas d'un système hydraulique dans une automobile quand même. Je parle de mon process. Mais les problèmes sont presque les mêmes et les circuits sont presque les mêmes. La plupart des problèmes rencontrés dans le système hydraulique sont causés par des impuretés présentes dans le fluide. Bien sûr, on appelle impureté n'importe quel matériau qui n'appartient pas au filtre. Tout ce qui n'appartient pas au filtre. Les filtres et les crépines sont des dispositifs mécaniques ajoutés au système hydraulique pour retirer les impuretés du fluide. C'est clair. Les crépines sont généralement une couche de treillis métalliques ou une feuille métallique percée de petits trous. Vous avez déjà rencontré ça plusieurs fois, je pense. Ils servent à retirer les plus grandes particules du fluide. Ils sont en acier inoxydable. Donc, les deux là servent à ne pas permettre à ce que ça passe. Si je parlerais d'automobile ou je parlerais de réservoir, on avait vu des filtres là-bas. Donc, ça retient pour que les impuretés ne passent pas. Les filtres retirent des particules bien plus petites du fluide. Les filtres peuvent avoir plusieurs couches. Les éléments filtrants peuvent être des fibres de tissu, des fibres métalliques, des fibres de verre, de la poudre métallique, de la poudre non métallique, des noix de pécan, telles que les noix de pécan. Et je connais un filtre très important, les noix de pécan. C'est un filtre. Ça se trouve dans un filtre où on n'est pas censé filtrer des particules solides, mais on est en train de... Les noix de pécan vont absorber de l'huile. Ça filtre l'huile et l'eau. Vous voyez, les noix de pécan absorbent de l'huile, ça laisse passer seulement de l'eau. L'eau ne passe pas. Donc, c'est naturel ça. Et après avoir absorbé de l'huile, les noix de pécan vont grossir et puis vont devenir un peu plus denses. Et il y aura
il y aura une delta P, et puis c'est une unité que j'aime bien, les filtres que nous avons, nous, dans notre site. J'aime bien ça, et c'est vraiment fascinant. Comme vous allez voir comment nous allons récupérer les noix de l'huile qui sont dans les noix de PK avec le backwash. Donc c'est vraiment quelque chose de formidable et d'ingénieux. Voilà. Du papier ou du verre. Les déflecteurs séparent la conduite d'entrée. Vous connaissez les rôles des déflecteurs d'un réservoir, de la conduite de sortie, voir la figure crépine, et déflecteur du réservoir qu'on avait vu. Ceci permet d'éviter que les particules ne retournent dans le système par la conduite de sortie du réservoir. Les particules accumulées doivent être retirées régulièrement du fond du réservoir. L'eau dans un système de fluide hydraulique se déposera dans un réservoir. Elle peut être vidangée par un bouchon. Nous en avons déjà parlé. On va pour voir les crépines. Les crépines retirent des particules tout comme les filtres. Mais la résistance à l'écoulement du fluide est plus petite dans une crépine. Okay? Pour cette raison, on place les crépines sur la conduite d'aspiration de la pompe. Conduite d'aspiration de la pompe. On place des crépines. Pourquoi? Parce qu'à l'aspiration, on a une basse pression qu'au refoulement, où la pression est basse. Si l'aspiration sur une conduite basse pression est limitée, elle peut sous-alimenter la pompe et créer des cavités. Pourquoi on dit ça? Ça veut dire que même la pompe, la pompe a besoin d'une certaine pression seuil pour aspirer facilement. Si la pression est basse, selon la performance ou la vitesse de rotation, par exemple, d'une pompe centrifuge, ou même la vitesse, l'aspiration d'une pompe volumétrique plutôt, si la pression n'est pas bonne, l'eau n'est pas suffisante à l'aspiration, parce que quand j'aspire et que je n'arrive plus à aspirer, ça va créer des cavitations là-bas, donc ça va créer des bulles d'air, et ces bulles d'air vont déjà la très basse pression va créer des bulles d'air, et ces bulles d'air vont créer un problème, parce que l'air c'est un gaz, c'est pas du fluide. Or la pompe c'est pour le fluide et non pour le gaz, donc ça crée un problème là, et cette cavitation est un état dans lequel il n'y a pas assez de fluide disponible à l'entrée pour maintenir le corps de la pompe plein. Vous voyez, c'est ce que ça fait. Voir la figure crépine des systèmes hydrauliques. Voilà notre crépine. Bon, ça c'est une image, si vous en avez besoin, il faut aller sur Google. Voilà, parlons des filtres. Des filtres peuvent être installés dans un système hydraulique lorsqu'il est nécessaire de protéger un dispositif contre les impuretés. Les filtres, c'est très important. Même pour l'injection, on met des filtres pour que on ne puisse pas injecter des particules qui vont aller boucher ou soit colmater le réservoir là-bas, déranger la porosité, la perméabilité du réservoir. Donc le filtre c'est très important. Même le réservoir a besoin pour son injection un fluide qui n'a pas de impuretés solides ou autres. Voilà, ils sont plusieurs. Ils sont de plusieurs types. Il y a les filtres montés directement dans la tuyauterie, chapeau chinois, trapézoïdal. Il y a des filtres cartouches pour le petit diamètre, inférieur à 2 pouces. Il y a des filtres paniers sur la tuyauterie pour le gros débit. Il y a des filtres en dérivation en T. Il y en a plusieurs. Ces filtres sont caractérisés par leur coefficient de passage. Il y en a plusieurs. Je vous ai parlé de filtres. Il y a des filtres maillés. Il y a plusieurs sortes de filtres, donc il faut aller sur Google et essayer de voir. Coefficient de passage. Surface. Donc on peut calculer le coefficient de passage qui est calculé par la surface de vide du filtre sur la section droite intérieure de la tuyauterie. La section intérieure, bien sûr. Donc la section, comme vous voulez, diamètre intérieur, si vous voulez. Donc surface de vide du filtre. C'est-à-dire, coefficient de passage, c'est quoi? Vous avez un tuyau là qui arrive, imaginez, et vous avez le filtre qui est juste là. Mais dans le filtre est troué, il y a des trous pour que de l'eau passe et que les impuretés restent. Les trous sont dimensionnés en fonction des impuretés qu'on peut avoir dans la ligne. Mais la surface de ces trous là, divisé par
la section droite intérieure de la tuyauterie, ça détermine directement le coefficient de passage. Et ce coefficient doit toujours être supérieur à 3. Sinon, on peut avoir du mal soit à aspirer, on peut avoir du mal, on peut avoir peut-être des pertes de charge très élevées. Donc, c'est pas bien. Parce que les filtres, on crée les pertes de charge. Vous voyez, ça crée aussi les pertes de charge. Donc, la pression qu'on avait avant le filtre et la pression qu'on a après le filtre, c'est différent. D'où ça crée un delta P. Et ces delta P là, c'est ça la perte de charge. Donc, le rôle de filtre étant de bloquer le corps étranger entraîné dans le fluide, donc ça bloque, pour protéger les pompes ou les plongeurs. On les trouvera donc en amont de ceci, toujours en amont. Bon, c'est toujours en amont de ce qui ça protège, parce que si c'est en aval, ça ne sert à rien. Lors de la mise en marche d'une installation, les filtres ne sont mis en marche que pour la durée du démarrage. Ils sont dits temporaires. Il y a des filtres pareils, en opposition avec des filtres qui sont dits permanents, qui restent en place pour la durée de vie de l'unité. Les filtres doivent être surveillés périodiquement, c'est-à-dire les gros filtres sont généralement équipés de manomètres, mais permettant la mesure de la pression différentielle, c'est ce que je venais de dire, qui représente les degrés d'encrassement. Et si la perte de charge, la perte de charge ou la pression différentielle augmente trop, c'est-à-dire que les trous sont encore plus bouchés qu'avant. Ouais, parce que imaginez que le passage était tranquille, mais après il y a eu de dépôt. Ça veut dire le corps qui n'arrive pas à passer ne vont pas rentrer là où ça vient, n'est-ce pas? Ça va rester là, sur le corps du filtre. Alors qu'est-ce qui va arriver? Parce que ça cherchera toujours à passer, mais que ça n'arrive pas. Alors ça bouchera les trous. Et quand ça bouche les trous, même ce qui devait être permis de passer, ça passera plus normalement. Même presque pas. Alors qu'est-ce qui va arriver? Il y aura la delta P ici qui va augmenter. Parce que la delta P, c'est la pression en amont moins la pression en aval. Si la pression en amont commence à augmenter, pendant que la pression en aval, il n'y a presque rien qui passe, ça va encore baisser. Alors, grand, plus petit, est toujours supérieur à moins grand et moins petit. Donc voilà un peu. Qui représente les degrés d'encrassement. Donc ça veut dire le filtre est encrassé. Il y a des dépôts. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nettoyer les filtres. Il faut ouvrir. Donc c'est nécessaire de prévoir quoi? Quand on a une conduite, là on va en parler au chapitre prochain. C'est nécessaire de prévoir une ligne de bypass. Parce que si on ne veut pas arrêter la production, il faut bypasser. Et pendant le bypass, qu'est-ce qui va arriver? Il y aura quoi? Il y aura des dépôts qui vont... Il y aura des impuretés indésirables qui vont passer parce que le bypass, si vous ne prévenez, vous ne prévoyez pas un autre filtre au bypass, ça va passer. Donc, si vous savez que vous avez beaucoup d'argent, alors il faut prévoir 2 filtres. Pour les 2 lignes, et pour la ligne principale, et pour la ligne de bypass. Donc, parce que vous serez toujours obligé d'ouvrir le filtre. Vous n'arrêterez pas là le passage à cause d'un filtre quand même. Donc voilà un peu. Les petits filtres sont démontés, nettoyés régulièrement. Et voilà. Nous avons le chapeau chinois, c'est un filtre. Et voilà le sens, ça passe par là. Et ça ressort par là. Et l'encrassement, vous voyez, ça va se passer ici. Et ici, on aura une haute pression et là-bas, on aura une basse pression. Filtre trapézoïdal. Donc voilà, filtre trapézoïdal, ça doit passer par là et ça ressort par ici. Il y aura l'encrassement qui peut remplir l'intérieur ici ou bien là. Bon, ça dépend si c'est plein ou si c'est en creux. Alors, vous voyez les dimensions du trou. Non, filtre cartouche, ça vient là et ça part là-bas. Et les cartouches ici, on change ça. Ça s'est détruit. Si ça se bouge trop, il faut l'enlever, remplacer et puis aller le nettoyer. Par exemple, et tout et tout. Nous avons un filtre panier. Ça, on le rencontre très souvent. Et ça aussi. Le filtre panier,
l'entrée c'est par là, ça doit entrer là-bas. Parce qu'un filtre joue, un filtre panier joue aussi un tout petit peu le rôle de tranquilliseur. Ouais. Quand ça entre par là, vous voyez, ça arrive là, ça prend plus de secondes, plus de temps que si ça passait directement. Donc c'est un peu un tranquilliseur. Et puis ça part par là. Quand ça arrive là, c'est pas encore filtré. Et quand ça va frapper là, ça sera filtré. Les impuretés vont commencer à se déposer. C'est ça le plus grand avantage de ces filtres paniers. Les impuretés vont se déposer là. Et après, la sortie sera là. Donc, le filtre panier aura du mal à connaître l'encrassement par rapport aux autres filtres directs. Vous voyez, parce que ça, quand ça frappe, ça tombe, ça ne va pas encrasser ici. Ça va tomber là et bien sûr, l'encrassement aura toujours lieu parce qu'il y aura de ceux qui vont essayer d'entrer dans les trous et puis y être piégés. Ça aussi, ça arrive très souvent. Donc, il y a beaucoup de cas pratiques qu'il faut envisager. Et là, c'est par ici qu'on ouvre. Ah, mais attention, il ne faut pas ouvrir sous pression. Ça, c'est parmi les normes sécuritaires. On ne peut pas ouvrir sous pression. Donc, on doit purger le filtre avant d'ouvrir. Purger jusqu'à 0 PSI. Donc, il y a toujours des purgeurs. Purgeurs, soit au niveau du filtre, soit avant ou après. Mais l'essentiel est que ça va traîner la pression qui se trouve piégée dans le filtre. C'est important. Et là aussi, il y a des filtres en T qui sont à ce niveau-là. Et donc, le filtre en T, l'entrée c'est par là. L'entrée, là. Vous voyez, et la sortie, là. Vous voyez, et là c'est bouché. Et l'élément filtrant entre par là. Donc ça c'est la cartouche, je disais, filtrante. Ça c'est le panier qui filtre et qui recueille les impuretés en bas. Ça c'est l'élément filtrant qui est logé par ici pour filtrer, vous voyez. Il y a, ça c'est la coupe AA. Donc quand on veut voir ça tourner en AA. Donc dérivation en coupe, ça c'est support pour ces parties. Donc quand ça entre, c'est un peu comme ça, vous voyez, comme un triangle. Quand ça entre là et là, ça aussi ça recueille, mais bon, cela n'empêche pas que ça puisse boucher, mais ça recueille quand même. Ici au milieu, ça permet que pendant les recueillements, ça peut passer par de l'autre côté. Donc pendant les recueillements là, l'eau peut passer par là, donc ou l'huile peut passer par là, donc c'est pas grave. Donc voilà un peu quelques filtres que j'ai mentionnés. Si vous avez besoin de plusieurs autres technologies de filtres, allez, il faut pas être timide, allez sur Google, dans d'autres sites de recherche et vous serez servi. Donc voilà un peu sur les filtres électropines. J'aurais pu insérer ça quelque part autre, mais j'en ai fait un chapitre à part. Et c'est tout. Chapitre 4. Ah, ça c'est figure 3 des différents types de filtres annoncés. Bon, chapitre 4, les canalisations. Les canalisations. Généralité. On comprend par l'hydraulique industrielle la discipline qui étudie la transmission de l'énergie par un liquide en transformant l'énergie mécanique en énergie hydraulique, par exemple, moyennant des composants qui véhicule et régule cette énergie, parce que l'énergie doit être contrôlée. Les deux composants de l'énergie hydraulique sont la pression et le débit, ça ce sont les composants principaux. Ici, nous parlerons plus du piping ou des canalisations du process pétrolier, par exemple, parce que on n'a pas besoin seulement d'utiliser de l'énergie pour effectuer, par exemple, dans un robot, on a besoin d'effectuer un mouvement de bras, il doit plier son bras, ou il doit donner un coup, ou il doit faire un travail. On n'a pas besoin seulement de transmettre cette énergie. Donc, le robot peut faire du travail, il n'a pas besoin de consommer ces fluides,
Ça, c'est de l'hydraulique pure. Il a besoin seulement de l'énergie là pour effectuer un travail. Donc là, on a besoin juste des actionneurs. On verra ça, c'est un chapitre qu'on a prévu. Mais aussi, ici, nous parlons plus du process où on a le traitement et autres. Mais ils n'auront pas le temps pour consommer le fluide. C'est seulement de l'énergie. Mais moi ici, c'est différent. J'ai besoin de canaliser mon fluide que je suis en train de vendre, par exemple. C'est peut-être du pétrole, du gaz ou autre. Donc, voilà. Alors, ça ne sera pas un même cours quand même. Les canalisations, qu'elles soient rigides ou souples, assurent le transport de l'énergie hydraulique délivrée par la pompe ou par le réservoir vers le ou les récepteurs. Prenons par exemple pour le cas d'un robot. Le robot, il a besoin seulement de petits tuyaux là. Parce qu'il a un petit réservoir où il puise son fluide hydraulique et il a des pompes où il crée l'énergie, bien sûr, l'énergie hydraulique qu'il va transmettre, parce que la pression là sera la même dans la conduite, et à travers les différentes commandes, il peut utiliser cette énergie là. Vous voyez, il a un réservoir, les récepteurs sont les actionneurs. Donc voilà. Mais par exemple dans un site pétrolier, nous avons aussi un réservoir. Les récepteurs sont des tanks pour vendre, des terminales et tout et tout. C'est la même chose. Donc on peut comparer les canalisations des circuits hydrauliques au fil ou au câble d'une station électrique. Nous avons un barrage et nous avons une maison. La source, c'est le barrage où on va créer de l'énergie électrique. Après, ça va passer par les alternateurs, par les transformateurs, par les... Je sais pas ce qui suit jusqu'à atteindre nos maisons. Même avant d'entrer dans la maison, les consommateurs parfois utilisent d'autres unités, d'autres transformateurs pour répondre à certaines exigences. Ouais, un peu. Donc c'est la même chose. Nous aussi, nous allons passer par des séparateurs, nous allons passer par des réchauffeurs, nous allons passer par des refroidisseurs, jusqu'à atteindre, par exemple, nous allons passer par beaucoup de choses, des compresseurs, jusqu'à atteindre par exemple une turbine pour le gaz. Et la turbine va nous produire de l'électricité. La canalisation, c'est un peu ça. C'est un peu de tout et c'est un peu de ça. Voilà. Voilà par exemple une canalisation où nous avons des tuyaux, nous avons des vannes. Ça c'est un process. Ouais, un peu. Ça c'est là où je travaille. Nous avons... Moi j'ai pas mal prévu des images sur ça parce que, ouais, un peu... je veux pas quand même vendre mon environnement de travail quand même. Mais quand même ça s'appelle un manifold. Il y a des vannes. On joue dans le GCG des vannes pour par exemple faire passer dans ces collecteurs, pour faire passer par exemple dans ces collecteurs, ou faire passer par exemple par ces collecteurs, ou faire passer par ces collecteurs. Donc on dirige notre fluide à notre église, là où je veux que ça passe. Par exemple, ça c'est une vanne qui est ouverte, et ouais, là c'est une vanne qui est fermée, donc ça c'est un manifold. Ouais, ça c'est un manifold encore plus impressionnant plutôt que l'autre. Vous voyez, il y a beaucoup d'arrivées, ce sont des arrivées de puits qui arrivent dans ces manifolds, et ça, là aussi, on a mélangé deux manifolds, mais la vanne ici, celle-ci, elle est ouverte, vous voyez, celle-ci, elle est fermée. Il y a deux vannes là, cette direction va pour les tests, et ça va au séparateur prod, ça aussi, ça va au séparateur prod, mais pourquoi séparer? Vous voyez, si on mettait par exemple tout ici, peut-être, ça c'est une ligne 6 pouces, vous voyez, ça c'est un tuyau, c'est un pipe 6 pouces, ça aussi c'est 6 pouces, mais si on mettait toutes ces sources ici, vous ne voyez pas que 6 pouces sera peu pour recevoir
des productions, beaucoup de productions des différents puits. Alors on a par exemple deux collecteurs qui vont se déboucher dans un même séparateur. Là, 6 pouces, ça va se partager de la production. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Et tout ça, on tient compte de la pression, on tient compte des débits, et ainsi de suite. Donc, voilà un peu la canalisation où nous allons plus parler. Nous allons plus parler de ce genre de canalisation parce que nous sommes dans l'industrie. Nous ne sommes pas dans un robot où nous voulons un peu de notions d'hydraulique pour pouvoir actionner un robot. Ça, c'est un projet, oui, c'est bien, mais c'est pas là que moi je suis. Mais nous serons quand même servis par rapport à ça. Nous serons quand même servis, donc je ne peux pas vous abandonner. Non, là non. Voilà. Choix des canalisations. Je suis déjà à 35 minutes. Je pense que je n'irai pas très loin pour satisfaire ou pour répondre, pour respecter ma promesse. Alors, de finir ce chapitre. Nous allons abréger un peu plus loin. Mais on continue d'abord. La détermination du choix d'une canalisation. La détermination du choix d'une canalisation est fonction de deux paramètres suivants. Débit d'écoulement, pression supportée par les parois. Vous voyez? Je viens de dire que ça c'est le réel, parce que je vous ai dit ça c'est mon environnement de travail. Ça, c'est collecteur qui va collecter toutes les entrées. Vous voyez les entrées? Ça vient en 3 pouces, ça monte en 2 pouces, ça arrive en 6 pouces, c'est collecté en 6 pouces. Ça aussi, 2 pouces, c'est collecté en 6 pouces. Ça, 2 pouces, mais c'est collecté en 4 pouces. Pourquoi 6 pouces, 4 pouces? Ah oui, et ça aussi, on verra ça, seulement dans la canalisation, ici, on appelle ça des flanges. Ça, c'est une bride pleine, vous voyez, une bride pleine, mais cette bride pleine, il y en a pour différentes épaisseurs. Pourquoi différentes épaisseurs? Même les boulons ici, vous voyez, les boulons ici, il y en a combien? Il y en a presque, si je prends 3, donc il y en a presque 12. Mais il y en a des boulons où vous verrez 16 boulons, plus encore. Pourquoi? Pourquoi fermer avec des boulons de différentes dimensions? Il y a des boulons il y a des boulons 27, il y a des boulons 32, il y a des boulons 36, il y a des boulons 41, il y a des boulons 46. Pourquoi ces différences-là? Pourquoi toutes ces différences-là? Alors, je vous ai dit qu'il n'y a pas à chercher très loin. Je vous ai dit, il n'y a pas à chercher trop loin. C'est à cause du débit d'écoulement. Alors, c'est ce qui fait la grandeur du pipe. Et il y a la pression qui doit être supportée. Chaque bride a sa plage de pression. Nous allons en parler quelque part. Qu'il s'agisse d'une canalisation rigide ou souple, les débits définissent la section de la canalisation. 6 pouces, 8 pouces, ça sont les diamètres intérieurs qui déterminent la canalisation, donc la section de la canalisation. Pour un même débit, cette section peut être différente en fonction des vitesses des fluides désirés. Alimentation, ligne de pression, conduite de retour, tout ça, ça peut être différent. Quand il est question des canalisations rigides, quand il est question de la pression de la canalisation souple, la pression fixe l'épaisseur de la paroi. Parce que moindre légèreté, s'il y a une grande pression et que la paroi n'arrive pas à supporter, il y aura éclatement, paf, et toute la production sera à l'extérieur. Ça représente beaucoup de dangers. S'il y avait des gens aux environs, beaucoup de dangers. S'il y a du feu aux environs, si le produit est inflammable, beaucoup de dangers. S'il y a des gens tout autour, si la production est un produit toxique, beaucoup de dangers. Alors on ne peut pas accepter ça, donc on doit prévoir tout bien avant. Donc on doit faire un bon choix. Lorsqu'il s'agit des canalisations souples, par exemple, c'est les plus souvent de nombre de nappes métalliques, on verra ça, qui comportent ces conduites qui est pris en considération. En pratique, souvent, pour le choix des dimensions des canalisations, on utilise des abacs. On utilise des abacs. Bon,
Ça, on verra ça un peu plus loin. Moi, je vous ai donné un tableau, c'est encore pas mal. Mais je crois que nous allons nous arrêter là. 40 minutes, c'est déjà assez pour ne pas vous endormir. Prochainement, je vous dis, je ne vais pas corriger le quiz prochainement. Je vais attendre que plusieurs personnes répondent pour vous donner un rendez-vous. Ça veut dire que nous allons continuer avec notre cours. Il y aura d'autres quiz qui viendront peut-être après. Pourquoi pas? On verra l'avenir nous les dira. En ce qui concerne la vidéo, nous continuons. Abonnez-vous, partagez, likez. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Il y aura d'autres points, d'autres thèmes qui vont beaucoup vous plaire, qui vont beaucoup vous satisfaire. Et ensemble, nous allons en prendre plus. Donc voilà un peu. Parce que nous voulons être une grande famille à suivre ça. Vous voyez, c'est une offre gratuite quand même. Et je vous rappelle que le PDF est déjà fini. Le cours a déjà été écrit, terminé. Bon, bien qu'il y ait encore de corrections à faire, je dois encore proposer à certaines personnes, alors, pour pouvoir apporter des corrections. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Le cours est déjà fini. On peut le suivre déjà. Mais quand on sera à la fin, je vous dis, pour ceux qui auront envie. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui viennent en PV me demander la vidéo que je les envoie par WhatsApp. Bon, c'est pas mal, ça montre la volonté. Mais vous pouvez regarder sur YouTube même plusieurs fois. C'est pas grave, là-bas aussi ça existe. De toute façon, attendez que le cours puisse se terminer pour recevoir le format PDF. Je vous dis que ça dépendra de ce que j'aurai comme abonné. Parce que vous voyez, si j'ai beaucoup d'abonnés, ça sera une joie pour moi aussi. Mais sinon si je n'ai pas assez d'abonnés, je vais quand même garder ces chefs-d'œuvre pour moi seul. Je vais quand même mettre en disposition de ceux qui ont suivi. Bon, là, je donnerai les conditions après. Voilà, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de faire votre quiz et n'oubliez pas de partager, liker et de vous abonner. Activez la clochette de notification, ça sera pour vous une bonne joie. Je vous dis à bientôt. Bye bye.